Alors, on clôture les 48 heures de Noailles, mais je pense que c'est à la fois la fin des 48 heures de Noailles, mais le début aussi d'échanges qui doivent pouvoir se construire entre l'école d'architecture et les acteurs du territoire sur la question de ce centre-ville de Marseille. Moi, je veux simplement rappeler que l'objet en fait de ces 48 heures et de la présentation des travaux des étudiants qui s'est faite à la fois sur la Canebière, mais aussi dans tout le quartier de Noailles, grâce à nos étudiants et enseignants de l'école d'architecture, avait pour objet vraiment de partager les travaux, de partager les réflexions de l'ENSAM, et puis d'organiser des débats entre professionnels, entre architectes, entre enseignants-chercheurs, personnes de la société civile, historiens, sociologues. Alors c'est vrai que ces 2 jours, je dirais qu'ils ont été quand même marqués par finalement un contexte de constat accablant en fait, qui correspond à l'état des quartiers du centre-ville de Marseille. Mais ça a été aussi l'occasion de partager des expériences ailleurs qu'à Marseille. Voilà. Ce que je veux dire aussi, c'est que l'activité de l'école a avant tout une visée pédagogique et scientifique, et bien sûr pas opérationnelle. On n'est pas dans une visée opérationnelle, mais pour autant, l'idée, c'est quand même que l'école d'architecture, à travers tout son bouillonnement d'idées, toute sa production pédagogique, tout ce que produisent les étudiants, les enseignants, les chercheurs au sein de l'école, peuvent malgré tout contribuer à la réflexion collective. Alors on a entendu ce matin, et je pense que c'est important de le rappeler peut-être en introduction, que cette ville pré-industrielle, elle est irremplaçable. On a entendu aussi qu'à travers l'histoire, il y avait une forme de désamour finalement des Marseillais et de leurs édiles pour ce centre-ville de Marseille, et puis que l'histoire était aussi ponctuée de démolitions violentes à travers le temps, on l'a vu, on l'a entendu ce matin. Alors se pose évidemment aujourd'hui la question de l'habitabilité de ces immeubles anciens de Marseille. On a eu partage d'expérience de ce qui s'est passé à Toulon. Et aujourd'hui à Marseille, on est un peu à un moment, peut-être un moment clé, à la fois le constat d'une situation vraiment difficile et à la fois une profusion d'études et de moyens, puisque les moyens, ils étaient là, ils sont toujours là, ils sont là plus que jamais. Mais finalement, à travers cette profusion de moyens, il y a une forme peut-être alors je dirais pas de confusion des intentions, mais en tout cas de quelque chose à construire pour intervenir sur ce sujet. On a aussi fait le constat finalement d'une difficulté entre les études et la connaissance qu'on a des sujets, une difficulté à passer à l'acte, c'est-à-dire comment est-ce que à travers les études, les constats, ensuite comment est-ce qu'on passe vraiment à l'acte en termes d'entretien, en termes de réhabilitation, en termes d'opérationnalité sur le quartier de Noailles. Donc on est à un moment clé, le PPA, le projet partenarial d'aménagement a été signé. On est sur le point, mais M. Disserniot pourra nous en parler, de créer la société, la SPLA d'intérêt national. Donc on a l'impression d'être un peu à ce moment où effectivement on va pouvoir passer à l'acte, mais quels actes? C'est un peu la question qui se pose ce soir. Et à travers ce titre un peu provocateur, mais il mérite d'être posé, faut-il abattre le 3 fenêtres marseillais? Voilà, donc c'est la question qu'on va poser à nos invités ce soir et qui vont débattre sur ce sujet. Et puis finalement, à travers cette question, peut-être d'autres, à savoir finalement quelles sont les compétences à l'œuvre sur ces sujets, la question de l'expertise évidemment, et puis quels sont les leviers d'intervention sur ces sujets et comment est-ce qu'on intervient concrètement maintenant sur ces sujets. Voilà, alors je vais passer la parole à nos invités, je vais les laisser se présenter, c'est peut-être ce qu'il y a de plus simple, et puis voilà, commencer à répondre peut-être à cette première question. Pascal Urbain, enseignant à l'école d'architecture, architecte conseil de l'État et praticien. La réponse est non. Oui, bonjour.
Éric Baudet, je suis également architecte, responsable du bureau d'études territoire et habitat, à travers duquel j'ai eu l'occasion d'affronter le 3 FNET marseillais et le bâti pré-industriel sous diverses casquettes. J'en parlerai peut-être un peu plus longuement. Donc Jean-Philippe Disserniot, directeur départemental des territoires de la mer, donc représentant de l'État auprès du préfet dans le département. Simplement, je précise juste que je ne représente pas la mairie et je ne représente pas la métropole, puisque c'est une question qui m'est souvent posée, même si je me sens, d'un point de vue opérationnel, extrêmement proche de mes collègues de la ville et de la métropole, puisqu'on est tous confrontés au même problème. Donc moi, je vais répondre que je n'en sais rien. Et que, au fond, c'est pas moi qui ferai le choix de savoir s'il faut les abattre ou pas, mais qu'en revanche, il faut donner les conditions les plus favorables pour qu'on puisse prendre une décision raisonnable par rapport à ces sujets-là, et que de ce point de vue-là, l'État essaie de se positionner en ayant un certain nombre d'attendus, notamment pour contribuer à tout ça financièrement, en faisant qu'il y ait des conditions minimales qui soient respectées. Donc les conditions minimales que l'on attend, c'est qu'il y ait une bonne association des habitants et globalement du collectif, qui est un respect du patrimoine, parce qu'il nous paraît absolument incontournable, la loi le protège, et qu'ensuite on ait véritablement réfléchi à la finalité de ce qu'on voulait faire, parce que le tabula rasa, on ne sait pas à quoi ça sert. Donc, je ne sais pas répondre. Pour ma part, j'ai, en tant que citoyen, plutôt l'intuition que ça n'a pas beaucoup de sens de vouloir l'abattre. À l'inverse, on peut aussi faire le constat opérationnel que si on veut faire un peu changer la ville, on ne peut pas strictement la mettre sous cloche et qu'il faut contribuer à la faire évoluer. Donc ça nécessite d'avoir probablement une approche bien plus subtile que savoir s'il faut juste l'abattre ou le rénover. Bonjour, Michel Coulange, je suis architecte et pas du tout enseignant à l'école d'architecture. Il en faut un aussi. Et je suis aussi expert auprès des tribunaux, ce qui fait que j'ai une bonne connaissance. Disons, je suis un peu un médecin de l'architecture, d'une certaine façon. Alors en fait, par rapport à cette question, je peux dire que j'en ai vu beaucoup de 3 FNET marseillais et d'immeubles anciens dans cette ville. Et en fait, tout à l'heure, on pourra débattre sur les conditions de leur maintien. Mais ce que je disais il y a pas longtemps, c'est que ces immeubles anciens, ils ont bientôt 300 ans, certains plus. Et quand on regarde la cité radieuse de ce cher Corbu, elle commence à se dégrader. Ces immeubles anciens, s'ils sont entretenus, ils tiennent. Il y a quelqu'un qui a dit tout à l'heure, je m'excuse, je ne connais pas bien les noms, que c'était une construction solide. Alors après, on va pouvoir rentrer dans le détail sur les conditions de leur maintien et de leur existence, mais je pense que les 3 FNET marseillais, le 3 FNET marseillais a encore un bel avenir devant lui, ne fût-ce que d'une part pour l'existence, pour le service qu'il rend aux habitants, et puis aussi pour les espaces qu'il crée en creux, la ville de centre-ville, qui est vraiment une zone très urbaine, très dense, hein, et avec une qualité et une quantité d'échanges et de vie très importante. Voilà, pour l'introduction, je pense que c'est tout. Peut-être ça serait intéressant d'aborder la question de l'expertise, c'est-à-dire
Enfin, je pense que sur la question de l'expertise et ensuite peut-être des réactions en chaîne qui ont lieu ou qui n'ont pas lieu. C'est-à-dire, on sait que dans le quartier de Noailles, mais d'une manière générale dans le centre-ville de Marseille, mais dans d'autres centres-villes aussi, des arrêtés de péril ont lieu et qu'il existe en fait des mécanismes qui font que on va jusqu'à faire cesser le péril et à intervenir en termes d'entretien ou de réhabilitation. Et finalement, la question qu'on peut se poser aujourd'hui, c'est de se dire que ces mécanismes-là n'ont peut-être pas complètement fonctionné à Marseille. Donc la question, c'est comment est-ce que ces mécanismes, on arrive à les faire s'articuler jusqu'à l'opérationnel, avec tout ce que ça impacte en termes de financement, de compétences, d'impact social. Peut-être cette question-là, je trouve que ça serait intéressant. Peut-être que vous nous en disiez un mot, chacun de vous. Alors, je reprends la balle au bond puisqu'on a parlé d'expertise. Je voudrais faire un petit préalable, c'est de dire que en tant qu'expert, je n'ai pas le droit ni la possibilité de parler des dossiers que j'ai en cours ou que j'ai pu faire. Donc, il y a obligatoirement une confidentialité. Si certaines questions sont posées là-dessus, je serai obligé de refuser d'y répondre, bien entendu. Pourquoi un expert est-il désigné quand la ville constate qu'un bâtiment présente un réel danger? L'expert a été désigné par le tribunal administratif, c'est-à-dire qu'il est complètement indépendant de la ville, pour avoir un regard neutre sur l'état de dangerosité que la ville annonce et pour pouvoir dire oui ou non, il y a effectivement un péril grave et imminent. Et de ce fait-là, engager un certain nombre de procédures qui se passent, vous l'avez certainement vécu, certains l'ont vécu par des évacuations, par des étaiements, par des mesures conservatoires, par des dispositions de diagnostic à prendre pour préserver l'immeuble, etc. C'est très bien, je pense, que la ville ne soit pas seule à être jugée partie dans cette situation-là, parce que elle pourrait avoir tendance soit à surdimensionner le problème, soit au contraire à fermer les yeux sur d'autres choses. Lorsqu'il y a un signalement, parce que ça part en général d'un signalement, c'est pas les fonctionnaires de la ville qui se promènent dans tous les immeubles pour savoir ce qui se passe. Il y a un signalement, une personne se rend compte qu'il y a un danger, il y a un problème chez elle qui pourrait être dangereux. Elle fait un signalement au service de la sécurité de la ville, qui a la responsabilité, parce que c'est le maire de Marseille qui est responsable de la sécurité publique. Elle fait un signalement à la mairie, au service technique, au service de la sécurité, qui s'adresse alors au tribunal administratif de façon à ce qu'un expert soit désigné. Le tribunal administratif a un certain nombre d'experts disponibles qui ont accepté de faire ce type de mission, parce que c'est pas évident non plus, étant architecte, de se lancer dans cette démarche. Et l'expert doit se rendre dans les 24 heures sur place pour examiner l'immeuble et éventuellement prendre la décision de l'existence d'un péril grave et imminent qui enclenche un certain nombre de mesures. À partir du moment où l'expert a rendu un rapport dans lequel il a dit qu'il y avait un péril grave et imminent, la ville est obligée de réaliser un arrêté de péril. Et en général, elle reprend les termes des préconisations qu'on a pu donner en se rendant sur place. Alors, s'il y a une poutre qui est cassée, s'il y a un mur qui menace de s'écrouler, selon le cas, on évacue tout l'immeuble, on évacue un appartement, on essaye de faire le meilleur discernement possible, parce qu'après, il y a quand même des conséquences humaines aussi qui sont très importantes. Je dois dire que c'est jamais très facile. Donc la ville est là pour la partie sécurité du public, et aussi les services sociaux de la ville sont présents
pour participer au relogement des gens, pour aider au relogement des gens, parce que lorsque un péril grave et imminent a été décrété, les habitants doivent être évacués avant le soir de l'immeuble. Bon, après, ça pose d'autres problèmes dont je pourrais parler plus tard, mais voilà, si vous voulez, le principe. Alors, c'est vrai qu'après l'écroulement de la rue d'Aubagne, il y a une sorte de psychose qui s'est emparée de la population, et on le comprend très bien, hein, je veux dire. Il y a eu aussi une psychose. Bon, ben, c'est votre avis, c'est pas le mien, qui fait que des tas de gens qui n'avaient jamais constaté de danger chez eux, tout d'un coup se rendent compte que, ah mais oui, là, il y a un danger. Donc voilà, et à partir de là, le processus s'enclenche. Voilà ce que je voulais dire dans ce premier temps. Peut-être juste sur la question de ce processus, justement, en fait, enfin, on sait que dans le centre-ville de Marseille, beaucoup d'arrêtés de péril ont été prononcés dans les dernières années. En fait, ce qui serait intéressant de comprendre, c'est quels sont les outils et à quel moment ça a grippé finalement, dans la mesure où beaucoup d'arrêtés de péril n'ont pas donné lieu à des travaux, soit pour des raisons d'insolvabilité des propriétaires, soit pour des raisons techniques. Enfin, mais à quel moment en fait la machine se grippe? Parce que finalement, il existe tout un tas d'outillages qu'on connaît, qui ont été mis en œuvre dans d'autres villes, peut-être à Marseille aussi dans certains cas, mais a priori pas très nombreux. Comment les choses s'opèrent de façon à ce qu'on puisse aller jusqu'à effectivement la réalisation effective des travaux. Oui. Aujourd'hui, on est à 4500 personnes délogées, c'est ça, je crois, hein, enfin, je parle sous le contrôle peut-être de Jean-Philippe Disserniot, mais 4500 personnes délogées. Comment arriver sur des situations parfois de propriétaires insolvables, arriver à aller jusqu'à l'expertise qui va conduire au projet architectural et à la mise en œuvre effective de la remise en état de ces immeubles. C'est vrai que là, après, au-delà du péril qui a été décrété et des mesures provisoires qui peuvent être prises éventuellement par la ville, par les pompiers ou par les propriétaires eux-mêmes, comme la fermeture par exemple de l'immeuble, etc., la mise en sécurité des habitants est assurée et commence alors le véritable travail qui consiste à faire le diagnostic précis des désordres qui affectent cet immeuble, pourquoi est-il arrivé dans cet état-là, et les préconisations qui vont permettre de le réhabiliter. Et là, on se heurte, comme vous le dites, au problème de copropriété insolvable, etc. Alors, la ville engage un certain nombre de moyens pour permettre d'épauler les propriétés. Mais je pense que c'est pas... S'il y a aujourd'hui encore 4500 ou plus personnes qui sont délogées de chez eux, ça veut bien dire qu'à un moment donné, il y a un processus de réparation des immeubles et de retour des gens qui est relativement défaillant. Autant la sécurité, la partie pompier en fait du péril fonctionne très bien, autant la suite est beaucoup plus difficile. J'ai oublié de dire que je ne suis pas architecte, hein, donc ça l'ingénieur du vivant par ailleurs. Moi, la première chose, je ne veux pas polémiquer sur le caractère psychose ou pas. Il y a un constat objectif, c'est qu'il n'y a jamais eu autant de signalements que depuis l'effondrement de la rue d'Aubagne. Il y a au moins un point sur lequel moi j'aimerais un peu tordre le cou aux rumeurs qu'on entend en ville. C'est qu'il y aurait une sorte de folie d'évacuation qui se serait emparée de la ville, des experts, de qui on veut. Moi, je suis un peu béotien en la matière, mais il se trouve que j'ai la capacité de voir l'ensemble des expertises qui sont produites et que le constat, c'est que les situations sur lesquelles il y a des évacuations qui sont prononcées sont systématiquement des situations qui sont extrêmement sérieuses. Donc, pourquoi on ne les avait pas détectées avant? C'est une question qui est complexe. Et ce qu'on peut quand même juste signaler, c'est que le service péril, il existait avant la rue d'Aubagne et il travaillait avant la rue d'Aubagne. Il y avait non pas 300 arrêtés ou
350 arrêtés comme il y a pu y avoir pendant la dernière année, mais il y avait entre 60 et 70 arrêtés de péril par an à Marseille. Donc c'est pas une nouveauté. En revanche, effectivement, il y a un diagnostic bien plus approfondi et qui n'a encore pas été un peu systématique. Mais au fond, ça n'existe pas. Il faut qu'on arrive à l'inventer. Mais sur la simple base des signalements, il y a eu cette remontée. Et je ne crois vraiment pas à l'idée. Alors c'est sûr qu'on a peut-être tous relevé notre niveau de vigilance à ce qui est dangereux et au fond, qui n'aurait pas eu envie de le faire après la rue d'Aubagne. Mais dire que les évacuations ne sont pas sérieuses, pour le coup, ne me paraît pas tout à fait raisonnable. C'est tellement lourd et tellement pénible pour tout le monde de lancer une évacuation que je ne peux pas croire une seule seconde que des gens le fassent à la légère et pour des raisons qui soient autres que celles de sécurité publique. Je dirais la même chose sur la démolition. Aujourd'hui, les démolitions ont été faites exclusivement lorsque c'était absolument nécessaire. Moi, je ne connais au fond qu'un cas de démolition ordonnée qui a été fait, c'est celui de la rue de la Palue, sur lequel, dans ce cas, l'État est intervenu non pas en contre-expertise, mais en expertise complémentaire après l'expertise du terrain, avec le centre scientifique et technique du bâtiment, aussi pour vérifier si économiquement on connaissait une méthode pour réparer. Et la réponse a été non, on ne connaît pas de méthode pour réparer, donc on ne sait pas faire intervenir. Qui on a interrogé sur ce sujet, par exemple? Sur la rue de la Palue, parce qu'on disait effectivement il y a une réglementation, hein. La ville et la métropole ont quand même conduit des études, il y a eu le rapport Nicole, il y a eu des tas d'études, il y a eu l'étude pour le site patrimonial remarquable, la VAP, qui a fait un diagnostic immeuble par immeuble pour identifier voilà, la structuration des îlots, la constitution architecturale des quartiers, etc. Et par exemple, là, ce qui serait intéressant de savoir, parce que effectivement, il y a une réglementation, il y a des protections, et à la fois, il y a la loi Elan qui, aujourd'hui, effectivement, ouvre des possibilités, ou en tout cas ouvre des perspectives de démolition qui puissent éventuellement passer outre quand même la question des protections patrimoniales. Et du coup, ce qui serait intéressant de savoir, c'est qui se prononce dans ces cas-là, par exemple, sur l'irréversibilité finalement d'un péril, ou en tout cas le principe de dire que la seule solution puisse être la démolition. Dans le cas d'espèce, on n'a pas fait appel aux outils des nouvelles lois. Et c'est bien le principe d'ordre public qui s'est appliqué à tout le monde. L'histoire est assez simple, hein. Et quelqu'un a eu la bonne idée, l'immeuble était en péril de longue date, ou un des immeubles était en péril de longue date, et a eu la bonne idée de faire des travaux pour réparer cet immeuble. Il a commencé à démonter les placos, on a confié à une entreprise le fait de démonter les placos. Elle a dit, moi vivante, je caricature, hein, mais pour faire court, moi vivante, je ne peux pas intervenir à cet endroit-là. Le mur est fendu en deux. Si j'enlève un caillou, il va tomber. Ou je ne sais pas s'il va tomber, mais en tout cas, il n'y a personne qui peut me garantir qu'il va tenir. Donc je ne sais pas faire. Donc en l'occurrence, on s'est assuré que les experts disaient tous la même chose. Et à partir du moment où le risque était tel qu'on ne savait pas faire autre chose que de faire tomber, la décision de démolir ces immeubles a été prise. Elle a été prise et assumée par la mairie, mais de ce point de vue-là, c'est quelque chose qu'on a fait de conserve. En tout état de cause, je n'ai aucun scrupule à confirmer l'accord que nous avions sur cette décision. On a une situation identique, hein, sur des immeubles qui sont proches d'une station de métro, vous le savez, et au passage qui est très intéressante en termes techniques, parce qu'au fond c'est un immeuble qui a été réparé, sur lequel il y a des travaux de bonne qualité qui ont été faits sur les espaces élevés, et sur lequel il y a un mur dans la cave qui fait 30 cm de large de plus que ce qu'il faisait au départ. Donc on ne sait pas comment il est cassé, on sait juste qu'il est tellement gonflé qu'on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Donc là aussi, si on enlève un caillou, on n'est pas à l'abri que le truc se casse la figure, sans prévenir en écrabouillant celui qui aura enlevé le caillou. Donc la même décision a été prise, elle est contestée, elle fait l'objet de débats auprès des tribunaux. Donc voilà, tant que l'affaire n'est pas tranchée, l'immeuble ne peut pas être démoli. Mais de la même manière, on a fait passer plusieurs regards pour avoir une expertise sur ce sujet-là. Et au fond, c'est bien exclusivement la problématique d'ordre public. Et on n'est jamais rentré dans des cas où on est en opportunité en se disant, au fond, les travaux sont chers, mais on n'a pas envie de les faire. Là, on ne sait pas faire les travaux. Donc, il n'y a que ces cas qui se sont présentés jusqu'à présent.
Oui, donc je vais peut-être pouvoir apporter quelques précisions, parce que je faisais partie des experts qui ont décidé de l'évacuation immédiate de cet immeuble. C'était dans le cadre d'une mission qu'on avait pour le service de prévention et de gestion des risques, justement, où on était censé réhabiliter le 43 rue de la Palue, en travaux d'office, enfin, ou équivalent. Et effectivement, lors du diagnostic, on constate un mur qui fait un ventre pas possible, et on demande à voir l'autre côté du mur. Ah, pardon. Donc je répète ou voilà. Donc dans le cadre du pré-diagnostic pour réhabiliter le 43 rue de la Palue, on s'est aperçu qu'il y avait un mur qui était très déformé et on a demandé à voir l'autre côté du mur, donc sur la copropriété voisine. Et effectivement, quand on a vu l'état du mur, on a dit vous évacuez tout le monde, ça va tomber quoi. Voilà, là il n'y avait pas photo. Il y avait, pour la petite histoire, parmi le groupe, un expert qui avait autoriser les gens à rentrer dans le 65 rue d'Aubagne. Il dit, moi, je ne recommence pas ça. L'architecte expert nommé par le tribunal avait éventuellement, préalablement, en fait, dans l'arrêté de péril précédent, préconisé un confortement total des structures avec des IPN dans tous les sens. Le coût était bien sûr beaucoup plus important que la valeur foncière des deux immeubles. Juste pour préciser, donc, effectivement, le processus, dès lors qu'il y a un arrêté de péril pris par le maire, dans cet arrêté de péril, il y a un délai qui est fixé au propriétaire pour réaliser ces travaux, et passé ce délai, la mairie doit faire les travaux d'office, qu'on appelle les travaux d'office. Ça faisait également partie de notre marché avec la ville de Marseille, qui malheureusement n'a pas connu les développements que j'aurais souhaité en tant que marché à bon de commande. Et là, on commence à toucher dans le vif du sujet sur la constitution de ces immeubles. Ce sont des... Alors, faut-il abattre le 3 fenêtres marseillais ? Effectivement, la question se pose, et donc je vais peut-être essayer de jouer le rôle du vilain petit canard ce soir, parce que moi j'ai une longue histoire avec le 3 fenêtres marseillais, en tant que maître d'œuvre, en tant que diagnostiqueur aussi, en tant qu'accompagnateur des propriétaires dans le cadre d'opérations d'amélioration de l'habitat, donc aide incitative à la réhabilitation, des opérations un peu mixtes avec de l'incitatif et du coercitif. Sandra en a parlé tout à l'heure, donc l'opération d'amélioration de l'habitat dégradé, et dans le coercitif avec ce fameux marché avec la ville de Marseille. Donc à travers ces différentes mission, j'ai pu, la plupart du temps, voir quand même des immeubles dont la constitution même, je veux dire même, ok, c'est un patrimoine, pose problème aujourd'hui, 150 ans ou 200 ans après. On est sur des murs en pierre de moellon, donc qui sont des pierres grossières, hein, assemblées avec un liant, un mortier de chaux, sable, et parfois même des anciens détritus de chantier, qui sont fondés, alors par contre quand on n'a pas de sous-sol, on a des murs qui sont fondés entre 20 et 60 cm sous le niveau du sol. Voilà. On n'est pas sur le bon sol déjà. En soi, ça pose pas trop de problèmes parce que ces murs-là bougent un petit peu tous ensemble. Tant que c'est monté avec de la chaux, c'est relativement souple. Les planchers bois sont souvent sous-dimensionnés. Les gens, au fil du temps, effectivement, au fur et à mesure que les poutres fléchissent, on rajoute une couche de carrelage, on remet à niveau, donc on aggrave encore le problème, etc., etc. Donc, ce que je voudrais essayer moi de démontrer ce soir, c'est autant ce 3 fenêtres marseillais, il est d'une construction très simple. C'est 2 murs de porteurs, effectivement, une façade avant, une façade arrière, des planchers avec des poutres d'une seule portée. Mais autant, si on regarde cet immeuble dans son environnement urbain, qu'on regarde qui l'occupe, qui le possède, effectivement, copropriété, monopropriétaire, investisseurs, voire marchands de sommeil, propriétaires occupants, mais tout ça dans un marché immobilier où finalement ceux qui vont dans ces immeubles-là, ils ne sont pas très attractifs ces immeubles au final. Parce que dans votre laïus, il y a une notion qui me paraît essentielle, c'est la notion de comment rendre désirable. Je pense que si on arrive effectivement à rendre désirable ce bâti-là, on aura, je pense, une sorte de mixité sociale qui va se développer avec des gens qui auront plus de moyens aussi pour les entretenir.
Lorsqu'un investisseur achète un immeuble entier, variabilité, moi j'en ai vu qui achetaient des immeubles sans aucun apport, ou qui faisaient 100% d'emprunt, avec une rentabilité brute écrite, calculée de 8%. Ils se disaient, moi je fais une super affaire. Ils ne regardaient même pas l'état de l'immeuble. 10 ans après, voire avant, ils ont un gros pépin, ils ont un arrêté de péril par exemple, et ben, ils sont au taquet de leur capacité de remboursement d'emprunt, ils n'ont pas 1 euro de plus à mettre dans l'immeuble, et ils ne font rien. Et ces immeubles se dégradent. Donc aujourd'hui, je dirais, ces immeubles dans le marché immobilier sont surévalués. Et même les domaines qui font les estimations de ces immeubles se tirent une balle aussi dans le pied quand on dit, bah, tiens, le Marseille Habitat ou le logement social va acheter cet immeuble à 1 500 € le mètre carré. On est d'avance soit sur une opération déficitaire si on veut faire une réhabilitation pérenne et durable, soit on ne va pas faire le travail en entier. Voilà, il y a un gros travail à faire pour rendre ces immeubles pérennes, à mon sens. Mais j'y reviendrai un peu plus tard. Je suis embêté, je ne vois pas dans la salle Sébastien Corde, qui disait le contraire tout à l'heure. Donc, il y a un architecte du patrimoine ici, Don Jerkovic est là. Non, mais Don Ger, il n'est pas là? Il n'est plus là? Je ne vois plus. Bon, je ne suis pas architecte du patrimoine, je ne vais pas me prononcer sur cette question. Et je ne sais pas qui sont les experts. Pardon, je parle plus fort. Je ne suis pas architecte du patrimoine, je ne vais pas me prononcer sur ces questions-là, mais je pense que Sébastien Corde aura des choses à dire. Je vais vous parler de la nécessité de conserver ces immeubles sans parler ni de technique, ni de patrimoine, ni même de patrimoine, ni d'intérêt culturel de ces immeubles. À une autre occasion ici, j'ai dit hier, la ville traditionnelle est irreproductible. Don Jerkovic a dit 2 mots sur les escaliers. Attention, si vous reprenez les escaliers, il va falloir que le nouvel escalier soit aux normes. Je ne crois pas déformer ses propos. C'est un vrai problème. Aujourd'hui, je le disais en matière de démonstration, si le panier n'existait pas, on ne pourrait pas construire quelque chose qui ait les mêmes qualités. Parce que les écologues seraient contre, milieu naturel. Les espaces verts seraient contre, pas assez d'espaces verts. Les spécialistes de la transition écologique seraient contre. Vous vous rendez pas compte, il n'y a pas de façade au sud. Ou il n'y en a en tout cas pas assez, les rues sont étroites, il y a trop d'ombre, les hygiénistes seraient contre. Toutes les normes, tous les règlements, mais aussi toutes les normes sociales et culturelles empêchent de construire une ville traditionnelle. Ça, c'est le premier point. On ne sait pas en faire une. La seule qu'on ait, c'est celle qui existe déjà. Le deuxième point, c'est partout sauf à Marseille, cette ville est plébiscitée. Parce qu'après tout, je mets entre parenthèses mes goûts personnels. Je mets entre parenthèses le goût des esthètes. Je constate que vont voir les touristes qui débarquent par wagons entiers dans des paquebots qui nous ruinent? Les vieux quartiers. Que vont voir les touristes à Venise? Ils vont à Mestre? Non. Ils vont à Venise. Que vont voir les Parisiens? Ils vont voir le 9-3? Non. Ils vont à la Tour Eiffel. Personne, quand il veut avoir le plaisir de visiter quelque chose, de découvrir une belle place, de se balader dans une rue, ne va dans les quartiers neufs. Sauf nous, les architectes. Il faut dire qu'on est un petit peu malade. On envoie des hordes d'étudiants, au lieu de les amener à Rome, dans les magnifiques quartiers, on les envoie dans des banlieues, mais j'ose pas dire au trou du cul du monde, mais enfin aussi près du trou du cul du monde qu'on peut se faire sans se faire mordre le doigt. C'est plus correct comme ça. Bref, le monde, le public plébiscite les quartiers anciens et on ne peut pas faire les quartiers anciens parce que les mêmes personnes
n'en voudraient pas. Je vois des gens, je regarde assez régulièrement, Stéphane Plaza, Maison à vendre. Les gens disent, je veux être au centre de Bordeaux. Ah non, mais j'ai des vis-à-vis. Eh oui, il y a des vis-à-vis. Ah, t'es au centre de Bordeaux, t'as des vis-à-vis. Et tout ce qui relève de quelque chose de supportable dans l'habitat ancien, une imperfection, une petite chose, un petit défaut, qu'on trouve tout à fait charmant quand on achète ou quand on loue un appartement ancien, devient une malfaçon insupportable quand ça se trouve dans du neuf. Donc, la question, c'est pas... La question est là, c'est ou bien vous privez les gens de centres anciens, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus de convivialité, il n'y aura plus de touristes, il n'y aura plus de visites. Remarquez, c'est pas plus mal, pas de touristes après tout. Mais enfin, je veux dire, il n'y aura plus ce plaisir d'être en ville. Ou bien vous conservez les bâtiments anciens. Parce que si vous ne conservez pas les bâtiments anciens, on ne saura pas refaire la ville où les gens se retrouvent. On ne saura pas refaire la ville où les gens croient, à tort ou à raison, qu'un peu de leur identité est là. On ne saura pas refaire la ville qui a un peu d'urbanité, où il y a des véhicules qui marchent pas très bien, dans des rues trop étroites pour elles. C'est pratique, les rues étroites, vous ne pouvez pas savoir. Il y a moins d'accidents mortels dans les rues étroites que dans les rues larges. Il faut le savoir. Donc, vous perdez en sécurité, vous perdez en culture, vous perdez en qualité de vie au prétexte qu'on va refaire de plus beaux immeubles. Eh bien, vous n'allez pas refaire de plus beaux immeubles. Vous allez faire des immeubles qu'on voit. Mais qui ici a vu dans le centre de Marseille construit un seul bel immeuble? Je ne parle pas du Mucem, je ne parle pas des monuments, je ne parle pas des équipements publics. Un seul bel immeuble de logement dans le centre de Marseille. Ça n'existe pas, on ne sait pas les faire. Moyen plus. Bon. Moyen bien. Donc, juste pour ça, et abstraction faite de tout patrimoine, vous avez un public qui veut du centre-ville. Les centres-villes ont failli crever dans les années 60 et 70, quand tout le monde partait à la campagne. Ils ont failli crever. C'est pas Chalandon qui les a sauvés, je me désolidarise de mon ami du Rousseau. C'est simplement le public. Alors c'est vrai, ce public était friqué dans toutes les villes sauf Marseille. J'ai également parlé, à un moment, j'ai expliqué pourquoi la bourgeoisie marseillaise n'a jamais eu l'intelligence de la bourgeoisie bordelaise, nantaise, parisienne ou autre. Mais effectivement, il faut le dire, si vous détruisez les Trois Fenêtres, vous n'aurez pas d'autres centres historiques que ceux qui sont là aujourd'hui. Donc c'est une question importante. C'est une question importante. Alors dites-le, on détruit les Trois Fenêtres et on construit des immeubles comme on sait les faire aujourd'hui. C'est-à-dire plus de villes. Alors, d'abord, je n'ai pas dit qu'il fallait détruire le Trois Fenêtres marseillais. J'ai dit que c'était extrêmement complexe. D'accord, on vote. Que c'était extrêmement complexe de le réhabiliter. Preuve en est aujourd'hui dans quel état on est. Je veux dire, il faut sortir de la vision. Un jour, j'ai entendu un architecte dire, je ne vois pas pourquoi on critique le boulevard de Plombières, parce que depuis le boulevard de Plombières, on voit Marseille par ses toits. J'avais envie de dire, mais il y a des habitants qui habitent sous le boulevard de Plombières. Voilà. Ben, moi, je vous dis pareil. Il y a des habitants qui habitent dans ces immeubles. Et ces immeubles s'écroulent sur eux. Voilà. Donc, alors, aujourd'hui, c'est la rue d'Aubagne. Peut-être demain, ce sera effectivement. J'ai été appelé il y a encore pas très longtemps à la rue Jean-Roch à côté, parce qu'il y a effectivement 4 immeubles sous arrêté de péril grave et imminent qui ont été évacués. La complexité, c'est que moi, j'ai été appelé par une des copropriétés. Je suis allé voir, je dis oui, d'accord, mais là, il faut aller voir les deux autres d'à côté, parce qu'effectivement, vos mitoyens, c'est pour tous les deux, donc il faut faire des études de sol, etc. Et celui d'à côté, il fallait encore voir ce côté. C'est hyper compliqué, c'est tout ce que je dis. C'est hyper compliqué et ça va nécessiter des moyens qui ne sont pas ceux des occupants et propriétaires actuels. Si l'urbanité de Marseille en dépend, si l'économie touristique de Marseille en dépend, si la culture et la fierté marseillaise en dépendent, il faut mettre des moyens que les Marseillais n'ont pas.
excusez-moi, est-ce que je peux appuyer justement le propos de Pascal Urbain et revenir sur ce qui a été dit et ce qu'on a dit avant? On a dit, moi j'ai dit, que le bâti ancien, toute la structure était surdimensionnée. Vous venez de dire exactement l'inverse, et je ne peux pas laisser passer. Je ne peux pas laisser passer, pourquoi? Parce qu'un mitoyen, il est calculé non pas sur sa capacité portante, à la base, hein, il est calculé parce qu'il a un problème d'élancement. C'est-à-dire qu'il doit monter en hauteur, le bâtiment voisin n'est pas forcément encore construit, hein, la ville ne se fait pas d'un coup, on l'a vu. Donc il a un problème d'élancement, et donc pour pallier à ça, on fait un mur de 50 cm en moellon, renforcé par des chaînages en pierre de taille. On ne peut pas dire que ça soit sous-dimensionné. Par contre, on l'a peut-être négligé. Ça, c'est une autre question. On l'a peut-être surélevé. On a peut-être abîmé les planchers qui l'épaulent, etc., etc. Les fondations, il faut qu'elles soient opérantes, c'est-à-dire quel est l'état, on l'a dit tout à l'heure, je ne vais pas me répéter, mais quel est l'état intrinsèque de la maçonnerie, le mortier, etc., qui peuvent être extrêmement solides. La murette en briques est extrêmement solide à rez-de-chaussée. Donc on ne peut pas dire ça. La portée de 6 mètres avec 30 cm de poutre tous les 1,50 m, ça n'est pas sous-dimensionné. Par contre, si on recharge, oui, c'est un problème. Donc je ne peux pas vous laisser dire ça. Première chose. Deuxième chose, et je m'arrêterai avec ça, si les bâtiments... Alors je ne vais pas parler excusez-moi, de la rue d'Aubagne. Je vais parler de la rue de la Palue. Parce que la rue d'Aubagne, c'est un autre problème. Quand on lit le rapport d'expertise, c'est bien plus grave que ça. La Palue, je veux pas apparaître comme le Zorro de la réhabilitation, mais donnez-moi un mur qui a un ventre, je vous le contrevente. Si cet immeuble était protégé monument historique, les murs qui ont du ventre, ou je ne sais pas quoi, ou qui ont des tassements différentiels, on saurait très bien le traiter. C'est une question de moyens. Alors, précision, je suis intervenu très peu à Marseille. Par contre, je suis intervenu dans le 9-3. Tu parlais du 9-3, je crois, Pascal. Je suis tombé sur des choses aussi graves que rue de la Palue. Donc, je sais à peu près de quoi je parle. Sur la question technique, je pense que d'une manière générale, le bâti ancien a ses spécificités, mais est-ce que vraiment il y a une spécificité marseillaise qui ferait que le bâti ancien, on ne pourrait pas le réhabiliter ou l'entretenir? Peut-être que c'est aussi la question, justement, et vous en parliez tout à l'heure, du déficit d'entretien. Quand il devait y avoir des travaux d'office, ils n'ont pas été menés. Quand il devait y avoir de l'entretien, il n'a pas été fait. Et puis pour revenir à ce que disait Pascal Urbain, il y a aussi un phénomène social qui est particulier à Marseille, qui est qu'effectivement, il n'y a pas eu d'appropriation du centre-ville qui permette qu'il y ait des moyens à la fois privés et publics qui puissent être investis à la hauteur de ce qu'il aurait fallu, ne serait-ce qu'en termes d'entretien. Vous parliez tout à l'heure, je ne sais plus lequel d'entre vous, de la cité radieuse de Corbu. La cité radieuse de Corbu, on a injecté des millions là pour la réhabiliter avec force financement du ministère de la Culture, parce que ce patrimoine-là aussi, il a besoin d'être entretenu. Tout patrimoine a besoin d'être entretenu, que ce soit à Marseille ou que ce soit ailleurs. Après, la spécificité des techniques constructives de Marseille, je l'entends, enfin on peut l'entendre, mais est-ce que c'est un obstacle suffisant pour pouvoir dire qu'on ne pourra pas le réhabiliter dans certains cas? Oui, ce que je voudrais dire pour compléter les propos de Pascal sur le fait qu'aujourd'hui on ne pourrait pas reconstruire ce type de centre urbain, de ville ancienne, je me suis posé la question en tant qu'architecte, si on me donnait un terrain, est-ce que je pourrais faire un village? Comme un village ancien, je ne suis pas sûr de pouvoir y arriver. J'ai l'impression que, en fait, dans ces bâtiments anciens, il y a une notion qui est, en plus de ce qu'on peut construire aujourd'hui, c'est l'interpénétrabilité entre les lots. Il n'y a pas une limite simple de parcelles, simplement par la présence des mitoyens. C'est-à-dire que ce mur-là, il est à la charge de lui, mais il est aussi à la charge de lui. Et ça, c'est quelque chose qu'on a beaucoup de mal à gérer dans notre société d'aujourd'hui. C'est-à-dire,
savoir utiliser, savoir entretenir quelque chose en bien commun, en fait. Donc il y a cette notion-là aussi qui est, à mon avis, importante. Moi, je vais parler d'argent deux secondes, peut-être en indiquant un peu un paradoxe. La première fois, bon, je pense que vous avez fait hier des études historiques, mais en tout cas, moi, la première fois que j'ai retrouvé des traces de la rénovation du centre-ville, c'est 78. On parlait avec Madame Corset de la rénovation de la Bordette, qui est bien antérieure. Mais en fait, le constat qu'on fait, c'est qu'il y a plein d'opérations qui ont été montées, qui ont été financées et qui, pour beaucoup, n'ont jamais été au bout. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'argent disponible. L'ensemble des travaux de réparation définitive, je suis obligé d'être précis et embêtant comme un fonctionnaire, mais ils sont financés à 50% sur l'ANA, sur tous les bâtiments qui sont en arrêté de péril. Des dossiers, aujourd'hui, on doit en avoir 2,5. Ou en tout cas, on en a un nombre extrêmement faible. Et je n'ai pas de limite budgétaire pour arriver à les financer. Alors oui, c'est vrai, c'est pas 100%. Il faut faire les études avant, il faut savoir ce qu'on veut en faire. C'est pas simple. Il y a des cas, on arrive à financer jusqu'à 100% dans des situations particulières. Donc oui, l'argent est une difficulté. C'est pas la seule. On a vu des exemples tout à l'heure, puisque on a des bailleurs sociaux qui interviennent, qui ont même de l'appétit pour intervenir. Alors, on a vu qu'il y avait des défauts, il manquait 20%, mais en tout cas, on n'était pas dans l'impossibilité. Donc, moi, j'aimerais qu'on se bride pas. On peut pas faire n'importe quoi avec l'argent, parce que c'est le nôtre, hein, il vient pas de nulle part. Mais en revanche, à Marseille, si on a plus parfois tendance à ne pas toujours arriver à mobiliser l'argent qui est disponible. Un dossier ANA pour demander des subventions. Moi, j'habite Noailles depuis 25 ans, je suis architecte. J'ai fait le choix d'habiter Noailles en me disant que c'était un super quartier et que ce quartier valait le coup de vivre dedans. On a décidé, il y avait des subventions, de faire un dossier ANA. On est architecte, hein, donc on sait quand même ce que c'est. C'est un parcours de combattant, d'accord ? C'est hyper compliqué. Voilà. Et pourtant, on sait de quoi on parle, on sait faire des plans, on sait faire des dossiers d'appel d'offres, on sait avoir des devis, on comprend les devis, on sait les mettre en correspondance avec le dossier. Voilà. Ensuite, obtenir les subventions, c'est un vrai parcours de combattant. Alors, on les a eues, nous, les subventions, pour refaire notre appartement. Hein. Il n'y a pas eu de souci. Mais combien de propriétaires, petits propriétaires, qui décident de rester en centre-ville dans l'appartement, parfois de leur grand-mère qu'ils ont loué, ils ont grandi dedans, parce que moi je connais des gens comme ça, qui sont nés là, et puis le propriétaire est mort, ils ont racheté le bien parce que c'était celui que leurs parents avaient loué. Ils sont pas capables de monter le dossier parce que c'est super compliqué. Donc moi je pense que c'est là où il faut travailler. Des sous, il y en a, la possibilité de réhabiliter, je pense qu'il y en a, c'est que l'interface entre les deux, elle n'existe pas. Voilà. Et que c'est ça qu'il faut mettre en place, je pense. Je vous remercie de ce ton sympathique. Je note que vous avez eu votre financement. Je note que pour ma part, je suis absolument incapable de déposer un permis de construire parce que c'est beaucoup trop compliqué. Donc aujourd'hui, je pense que ce sujet, il est clairement identifié. C'est dans ce cadre-là que la métropole et la ville ont mis en place la maison de l'habitat. On est bien conscient que c'est pas simple, que c'est un parcours du combattant. En revanche, le fait d'avoir 2 dossiers et demi, c'est pas que c'est la complexité qui a empêché de monter les dossiers. À l'intérieur, il y a des monopropriétaires qui ont plusieurs immeubles. Il y a des propriétaires formés comme vous, et que je n'arrive pas à croire que sur 350 immeubles, ça soit ce facteur-là qui m'explique qu'aujourd'hui j'ai 2 dossiers et demi. Après, bien évidemment que la simplification, il faut qu'on y travaille, et au fond, si ce qu'on doit inventer, c'est une machine à remplir les dossiers pour les gens avec leur explication, et c'est pas ça qui coûtera cher et qui nous bloquera. C'est pas aussi simple. Aujourd'hui, sachez quand même que l'ANA a délibéré le 28 novembre pour mettre en place une enveloppe spécifique pour Marseille. Donc si on doit aller lui demander de simplifier sa réglementation parce qu'il y a des trucs tordus,
Aujourd'hui, le constat, c'est que l'enveloppe, on n'a pas commencé à la dépenser. Donc, ils seront parfaitement capables. Oui, c'est un parcours du combattant. C'est même mon travail de tous les jours, de faire ce travail de simplification et d'arriver à avoir des dispositifs opérationnels. Mais si on s'y met à tous, si on bloque sur la capacité à remplir nos dossiers, c'est un peu triste. Moi, j'aimerais aussi rebondir sur ce que disait M. Urbain, sur le caractère un peu polémique et sympathique. C'est que dans l'urbanité, là plutôt à titre personnel, moi je suis très attaché à la trame urbaine. Je pense que ce serait une erreur absolument monumentale que de la remettre en cause, ce qui a été tenté plusieurs reprises à Marseille. Mais il y a cette idée de rendre aussi les quartiers désirables. Et c'est vrai qu'on parle beaucoup de bâti et de logement. À Noailles et dans d'autres secteurs de Marseille, on a des problèmes de la disponibilité d'équipements publics, parce que si vous voulez qu'il y ait des familles avec des enfants qui s'installent, il faut qu'il y ait des écoles, il faut qu'il y ait des crèches, il faut qu'il y ait des collèges, il faut qu'il y ait de l'espace public qui soit attractif. Et donc c'est là où notre responsabilité collective, c'est de... Et là, pour le coup, c'est pas la responsabilité des propriétaires, je pense que cette affaire est claire, c'est d'arriver à créer la fonctionnalité qui est nécessaire, en s'accommodant, je vous rejoins sur la rue étroite, mais la rue étroite où on ne peut absolument pas se déplacer en poussette ou en fauteuil roulant n'est pas forcément ce qu'on attend aujourd'hui dans ces quartiers. Ce sont probablement des aspects sur lesquels il faut qu'on travaille dans ces quartiers, et que le 3 fenêtres seul n'est pas forcément le problème, qu'on a des fonctions à apporter et qu'il faut qu'on s'occupe du commerce, il faut qu'on s'occupe des écoles, il faut qu'on s'occupe de l'espace public. Attends, ouais, juste sur la question du fait qu'il n'y a pas effectivement d'initiative et pas de dossier qui puisse mobiliser l'argent public. Ça me fait penser quand même à ce qu'a dit aussi Thierry Durousseau ce matin, c'est qu'en fait, il y a aussi dans Noailles énormément de propriétaires qui sont des propriétaires bailleurs, qui en réalité n'ont pas forcément un intérêt immédiat à ce que les projets puissent se faire. Par ailleurs, sur la question des équipements, ça c'est aussi une question, et je pense que simplement il faut pouvoir identifier où ça bloque. Mais par exemple, tu parlais d'équipements, Jean-Philippe, Don Djerkovic, qui est justement dans la salle, a fait un projet qui avait été conduit par la Soleam sur le domaine ventre pour installer un centre social qui n'a pas pu aboutir. Donc je pense que c'est c'est en cours. Ah bon, tant mieux. Tant mieux. Mais donc c'est possible. Hein. Moi, ce que je peux simplement dire, c'est que dans le cadre du projet partenarial qu'on promeut, on souhaite à tout prix mettre en place cette approche multifonctionnelle et de ne pas s'occuper que du 3 fenêtres, mais aussi de ce qui est à côté, de aussi comment on se déplace, de aussi comment on achète et de aussi comment on se distrait. Pas forcément avec les bonnes échelles, hein, il ne faut pas se tromper de... Noailles est un quartier totalement accessible. Il y en a d'autres à l'intérieur qui ont des difficultés. Belle-de-Mai n'a pas les mêmes difficultés de Noailles et les solutions à apporter ne sont pas les mêmes. Mais s'occuper juste du logement n'est pas forcément nécessaire. Et l'autre point sur les propriétaires, alors ça va rebondir totalement à l'envers, et c'est un message de Père Fouettard, mais j'ai toujours un petit peu envie de le passer, c'est que de temps en temps, il y a quelque chose qui est compliqué, qui est douloureux pour les gens qui ont à le mettre en œuvre, c'est de faire la police. Et c'est vrai que dans cette difficulté d'aller au-delà de l'arrêté de péril grave et imminent, et je pense que M. Coulange l'a bien dit, les mesures qui protègent la vie humaine, elles sont mises en place. Après, il y a un truc, une coquille pas occupée, certes qui pose plus de problème immédiat, mais qui pose un problème à la ville. C'est que derrière, il y a effectivement des situations de gens qu'il faut accompagner, c'est indiscutable. Et puis il y en a aussi, il faut les accompagner avec un bâton ou avec des moyens un tout petit peu plus coercitifs pour leur dire qu'il faut prendre les choses en main. Et au bout, il y a des choses qui peuvent être potentiellement extrêmement désagréables à faire. C'est que si le propriétaire, pour des raisons qui lui appartiennent, a décidé de ne pas entretenir son bien, il faut l'exproprier. C'est violent, ça coûte cher à la collectivité publique, donc de ce point de vue-là, la collectivité n'a pas envie d'acheter trop cher, et donc on est dans des stratégies qui sont compliquées à assumer, et qui font forcément des débats qui sont, en plus dans un milieu aussi dense et aussi polémique que peut l'être Noailles, qui sont compliqués à assumer, parce que tout le monde a souvent de bonnes raisons de faire ou de ne pas faire ce qu'il fait. Vous parlez d'un propriétaire bailleur ou d'un propriétaire occupant? Parce que est-ce que c'est plus violent d'exproprier un propriétaire bailleur ou d'évacuer des locataires?
faire la police, c'est toujours violent. Et vous savez jamais sur qui vous tombez derrière. Bien évidemment que la première violence, c'est d'évacuer les gens. Mais pendant ce temps-là, c'est un impératif de sécurité publique qui fait qu'on évacue les gens. Donc il n'y a pas de choix. Le maire, l'élu qui doit prendre cette décision, parce que c'est lui qui la prend, sur les conseils de l'expert, il n'a pas le choix, c'est l'impératif de sécurité publique qui le guide. Après, oui, c'est plus facile, on a moins de douleur à aller sanctionner un propriétaire bailleur qu'un propriétaire occupant. Mais vous allez tomber sur la personne qui a vécu dans l'immeuble pendant 30 ans et qui n'a pas de retraite et qui profite des revenus de location pour se financer sa maison de retraite. Donc les situations, elles ne sont jamais totalement violentes. Bien évidemment, vous allez tomber de temps en temps sur un marchand de sommeil, ça existe. On pense que ça existe, on ne sait même pas tout à fait le définir. Il y a le très très méchant, celui qui a plein d'appartements, puis celui qui en a 4 ou 5. Comment on le classe? Au fond, on se prononce pas sur ces... Mais faire la police, il faut la faire de la même manière avec tout le monde. On est absolument obligé d'être équitable de ce point de vue-là. Et forcément, vous allez faire des choses violentes. Je vous conseille que c'est probablement beaucoup moins violent que de sortir les gens de chez eux à 22h en leur disant qu'ils ont 30 minutes pour rassembler leurs affaires. Je pense que le marchand de sommeil fait partie de ces objets qu'on ne sait peut-être pas définir, mais qu'on sait reconnaître quand on en voit un. Il y a un autre aspect de la question, et là on attend des pouvoirs publics des messages, c'est la confiance. Ça n'a l'air de rien, la confiance. Mais la confiance à Marseille, c'est spécial. Je vais vous dire mes grandes périodes de satisfaction à Marseille, c'est les élections et les visites présidentielles. Quand Sarkozy est allé visiter le métro, le tramway, pardon, ma rue a été nettoyée et les tags de ma porte ont été repeints. Et à chaque élection, c'est pareil. Donc je sais que j'ai un pouvoir d'aller voter qui bizarrement apporte des bénéfices 2 semaines avant le vote. C'est mon seul pouvoir à Marseille. C'est 2 semaines avant le vote, on s'occupe de ma rue. J'en suis ravi, mais c'est peut-être pas comme ça qu'on m'avait expliqué la démocratie. Maintenant, je vais vous parler à Barcelone, par rapport à nos systèmes de ZAC où on viabilise tous les terrains et où ensuite les gens vont acheter un lot. À Barcelone, on achète du droit à construire à la ville et quand on a acheté ce droit à construire à la ville promet d'aménager les espaces quand on aura construit la maison, enfin l'immeuble. Et vous savez ce qu'elle fait, la ville? Elle tient sa promesse. Ça n'a l'air de rien, mais cette confiance pour les propriétaires, pour les gens qui ne savent pas quelle est la valeur de leur bien et qui ne savent pas quelle sera la valeur de leur bien dans 10 ans. La confiance, ça serait décisif. Ne disons pas que les propriétaires sont des méchants. Bon, il y en a, mais il y a peut-être simplement des propriétaires inquiets. Il y a des propriétaires qui disent, mais qu'est-ce que ça va être? Quel investissement la ville fait sur mon quartier? Je me pose cette question-là, moi. Je suis certes propriétaire occupant, donc, mais c'est des questions d'investissement que je me pose. Et je ne me les poserai pas dans une autre ville que Marseille. C'est-à-dire que si nous avions des messages un peu forts sur l'avenir de Noailles, sur l'avenir du centre de Marseille, sur l'avenir des banlieues de Marseille, si on avait des messages clairs, simples, efficaces, eh bien, non seulement ça pourrait plaire aux locataires, aux occupants, mais ça pourrait rassurer, ça pourrait encourager les propriétaires à investir. Et cette confiance, je suis désolé, elle n'est pas là. Cette confiance, elle n'est pas là. Je pense qu'elle est absolument nécessaire. Alors, est-ce qu'on peut en profiter pour faire passer les questions? Écoutez, je suis très contente que vous parliez du mot confiance. Donc, je suis Isabelle Bordet, je fais partie du collectif des psys.
Donc, c'est un collectif qui s'est monté depuis le mois de décembre de l'année dernière. Donc, nous sommes tous les lundis à accueillir les personnes évacuées. Et nous pouvons constater tous les lundis, plus exactement, les dégâts absolument terribles qui agissent sur ces personnes, de stress, de tendance au suicide, d'angoisse, de perte de repères. C'est-à-dire c'est une perte de repères totale. Avec une désorganisation de leur vie. Sur les adultes, sur les enfants, c'est très important ce qui se passe aussi sur les enfants et on ne sait pas ce que ça peut causer comme effet à plus long terme. J'ai assisté à la journée du mal logement qui a été organisée par la Fondation Abbé Pierre. Il y avait une psychiatre qui a parlé des symptômes qu'elle rencontrait chez des SDF. C'est exactement les mêmes symptômes qu'on voit chez des personnes qui sont évacuées. Donc c'est pas une psychose, monsieur. C'est une situation qui rend fou, pardon. Et la situation est folle et qui rend folle aussi, bien sûr. Donc là, je pense que il y a. Alors, une dernière chose aussi, peut-être, cette psychiatre disait cette perte de repères, cette perte de désocialisation, parce que c'est de ça dont il s'agit. Hein, c'est quand même extrêmement grave. Peut vite se rétablir avec deux conditions. C'est au moment des évacuations. Bon, et je ne suis pas absolument sûre qu'au moment des évacuations, effectivement, tous les moyens humains, je parle humain, je ne parle même pas d'un soutien psychologique, je parle humain, soient faits pour essayer d'éviter qu'il y ait des syndromes qui se synchronisent après et qui se transforment en quelque chose de beaucoup plus grave, j'en suis pas sûre, compte tenu des témoignages qu'on a. Et la deuxième chose, c'est que ça ne dure pas longtemps. Or, actuellement, à ma connaissance, il y a eu 4500 délogés, il y a 58 ou 60 personnes qui sont relogées définitivement. Ça veut dire que toutes les personnes actuellement qui sont délogées, qui vivent des situations, ils vont d'hôtel en hôtel, chez des amis, etc., continuent à avoir ces symptômes. Ça réactive effectivement des situations psychologiques qui étaient difficiles, mais qui pouvaient être contenues. Mais quand vous êtes dans cette situation-là, ça s'aggrave. Voilà, donc la situation est folle et rend les gens fous. Mais ce n'est pas les gens qui sont fous. Vous avez dit que la bourgeoisie marseillaise n'avait pas intégré le centre-ville, mais vous avez la bourgeoisie d'ailleurs qui vient. Alors on se fait un peu insulter, on se fait dire, y compris par des gens de la mairie, quand on remet des îlots en état à ses frais, sans faire de bénéfices, qu'on fait monter les prix, alors qu'avant il y avait des immondices dans la cour, des murs qui s'écroulaient et le reste. Mais il y a quand même des gens qui, même venus d'ailleurs, qui même avec une autre vie, aiment vivre dans Noailles, se battent pour Noailles. Il y a des copropriétés avec des gens aisés, des gens cultivés, des gens non aisés, des gens non cultivés, qui, contrairement à ce que vous pensez, monsieur aux lunettes au milieu, se lève l'âme. Non, au milieu, j'ai dit au milieu. Se lèvent l'âme pour entretenir leurs immeubles. Mais pour être plus léger, moi je voudrais poser une question, je voulais la poser tout à l'heure. Nous avons sur la rue de Rome et au pourtour des tas de ravalements de façades qui sont faites pour certaines avec l'argent de la commune et l'argent du département ou de la collectivité locale. Et ma fille, qui est pharmacienne, pas du tout dans le... mais auvergnate, m'a demandé si, avant de faire ces ravalements, on avait été voir les caves et les toits. Je vous pose la question. Pas vous uniquement, hein, en général. Non, mais je vais me prendre tout pour les acteurs publics, puisque je... Non, c'est pas une question de secteur public. Hein. Moi, un fait très précis. Isabelle Garin n'est pas là. Elle s'occupe beaucoup des questions de ravalement. Jusqu'il y a 3 ans, pour faire les ravalements, elle faisait un premier diagnostic visuel, bien sûr, de l'intérieur des immeubles. Et il y a 3 ans, on a estimé à la ville de Marseille que ça allait trop lentement. Et donc, on ne faisait plus d'expertise visuelle de l'état intérieur au bâtiment. Et donc, effectivement, on va avoir quelques surprises
devant une façade toute propre et derrière des maisons insalubres. Bon, allez, écoutez, mettez Marseille sous tutelle et la confiance reviendra. Bonjour, je m'excuse, donc je suis juste devant vous. Fabien Cadnel, je suis architecte, je travaille depuis 20 ans dans le secteur privé, et donc notamment avec les syndics de copropriété. Donc je vais apporter ma petite expérience, effectivement, sur ce qui a été dit. D'abord, effectivement, quand on a travaillé dans le centre-ville, le panier à l'époque, etc., il y avait des marchands de sommeil, on les reconnaissait, c'était facile, il y avait 10, 12, 15 personnes par appartement. Et effectivement, sans définition, on sait reconnaître un marchand de sommeil. Aujourd'hui, la définition a un petit peu évolué. On parle du marchand de sommeil surtout sur un propriétaire qui a du mal à remettre en état. Et derrière, on ne sait pas toujours, et c'est ce que vous avez très bien dit, si c'est un propriétaire qui n'a pas les moyens ou qui n'a pas envie de le faire. Juste des toutes petites remarques, parce que sinon, ce serait très long. Ça a été très intéressant cet après-midi. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites. La première chose, c'est que dans la plupart des règlements de copropriété, il est noté que la copropriété doit être entretenue et qu'elle doit être fait, ceci doit être fait sous l'égide d'un maître d'œuvre, pas forcément un architecte, mais en tout cas d'un maître d'œuvre. Donc avant d'aller chercher la coercition au niveau du bâton, il faudrait déjà que les copropriétaires eux-mêmes s'intéressent à leurs biens et que peut-être on invente un système qui permette, alors c'est un peu le cas aujourd'hui avec le DTG, Diagnostic Technique Global, pardon, je ne vais pas parler pas trop professionnel. Ce DTG, il n'a pas encore été généralisé, mais on pourrait tout à fait le globaliser sur des quartiers entiers. Et nous, en tant que professionnels, nous sommes tout à fait capables de le faire, c'est-à-dire d'aller diagnostiquer une copropriété. Cet après-midi, là encore, j'entendais des gens qui s'étonnaient mais qui pourrait, mais quand vous avez mal quelque part, vous allez voir votre médecin. Je pense que quand votre immeuble ne va pas bien ou qu'il y a quelque chose, un doute, c'est un architecte qu'il faut aller voir, ou un ingénieur, ou un maître d'œuvre qui soit un professionnel, et éviter d'aller prendre, je vais prendre une expression qu'on connaît bien ici, des tchépakans qui vont aller vous faire une salle de bain à un endroit où c'est pas du tout adapté, en découpant des poutres ou des enfustages là où c'est pas bien, et où vous vous plaindrez, comme ça m'est arrivé plusieurs fois, de devoir refaire un escalier de 4 niveaux, tout simplement parce qu'il y avait une fuite d'eau dans une salle de bain. Mais bon, malheureusement, la réparation a coûté bien plus cher à la copropriété que les travaux initiaux. J'aimerais moi revenir sur un aspect technique qui m'étonne, puisque j'ai été beaucoup appelé, évidemment, suite à la rue d'Aubagne. On parle beaucoup des arrêtés de péril, mais derrière les arrêtés de péril, il y a nous, les architectes. On a multiplié par 4 ou 5 les interventions pour pouvoir gérer. Alors, ça, ce que je dis souvent, un mal pour un bien. On a été appelé pour des choses qui dormaient depuis des années, puis tout d'un coup, on s'est rendu compte qu'il y avait une poutre qui fléchissait, un plancher qui s'affaissait, enfin, etc. C'était pas que ça n'existait pas avant, ça existait bien. Par contre, moi, en tant que... Je ne suis qu'architecte, je ne suis pas géologue, je suis allé sur le BRGM, j'ai trouvé très très peu d'informations sur la ville de Marseille. Quand je vois qu'on a des rues entières qui bougent, je ne parle pas que de la rue d'Aubagne, je veux dire, il y en a d'autres, je ne citerai pas les noms pour ne pas affoler les copropriétaires, mais quand on a 4, 5, 6, 7 immeubles qui sont mis en péril dans une file d'immeubles, pas seulement au centre de la ville de Marseille, quand on regarde, et je ne suis pas non plus... un spécialiste de tout ce qui est météorologie, mais que l'année 2018 a représenté 2,5 fois pratiquement le taux de pluie habituel, on peut imaginer que, et je vais contredire un peu ce que vous disiez tout à l'heure, ces beaux immeubles marseillais, ces 3 fenêtres qui fonctionnent très très bien, qui ont une stabilité absolument excellente quand ils sont correctement entretenus, et si on ne laisse pas faire n'importe quoi, les surcharges de plancher, les ouvertures, les cloisons qui sont abattues de façon idiote, on peut imaginer que ces éléments soudains, ou en tout cas brutaux, aient déstabilisé des immeubles qui étaient déjà fatigués. Et jusque-là, je ne lis nulle part, je ne vois nulle part que l'État, alors je profite qu'il y ait un représentant de l'État, ne s'intéresse à cette problématique, parce que moi, personnellement, quand je prends une carte et que je dessine des immeubles qui ont bougé, j'arrive à les aligner, donc je me pose des questions. Moi, je travaille tout autour de la plaine. Je peux vous dire que quand vous avez des immeubles par 2, par 3, par 4 qui bougent tout autour de la plaine, c'est qu'on a un problème de sous-sol. Donc, est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer, ce qui aiderait beaucoup, comme on l'a lors des sécheresses et des mouvements de sol, de dessiccation argileux, qu'on ait effectivement un problème de catastrophe naturelle sur Marseille. Je sais que c'est compliqué,
Il faut localiser la chose, il faut l'identifier, ça veut dire engager énormément de moyens pour faire des sondages et pour vérifier quels sont les quartiers où il peut y avoir ces problématiques. Moi, je peux vous citer des rues, je peux vous citer des noms, et puis vous irez voir si ce n'est pas le cas. Voilà. Merci de me répondre. Bon, moi, deux points sur cette question. D'abord, vous posez des vraies questions réglementaires d'évolution de la manière de suivre l'entretien d'un bâtiment et son sous-sol. Donc, moi, je pense qu'il faut inventer... Non, mais Merci. Je pense qu'il faut qu'on arrive à capitaliser les idées. Je sais que le DTG est quelque chose qui a animé un petit peu le secteur socio-professionnel, ou en tout cas un certain nombre de volontaires à Marseille. Il y a cette question de comment on capitalise la donnée sur le bâtiment, parce qu'au fond, retrouver des plans de bâtiment, c'est un truc juste impossible. Retrouver les interventions qui ont été faites, ne serait-ce que les 10 dernières années, c'est quasiment impossible. Et qu'en fait, quand on a un problème, c'est bien de savoir qu'il y a un truc qui s'est passé. Donc ça fait partie des éléments où il faut que collectivement, l'ensemble des intervenants, on arrive à capitaliser les bonnes idées. Alors ça ne prendra pas 1 mois, 2 mois, parce qu'on ne sait pas changer la loi en 2 mois, mais semer des graines en la matière pour améliorer les choses, c'est indiscutable. Autour de l'affaire de sol, on y tourne tous autour. Il y a un diagnostic, la connaissance de la géologie de Marseille n'est pas complète aujourd'hui, et que là aussi il faut arriver à capitaliser. C'est bête et méchant, mais quand quelqu'un fait un trou pour regarder un sol, il n'a aucune obligation de le transmettre à qui que ce soit. Donc il le garde, il a son étude de sol, mais on ne sait pas le bancariser. Donc le voisin, quand il en a besoin parce qu'il veut construire autre chose ou qu'il a un problème, eh ben, il refait son étude de sol, ou il est pote avec son voisin, il sait qu'il y en a une qui a été faite. Voilà, mais quelque part il faut qu'il ait de la chance pour l'avoir. Après, catenat, pas catenat, je pense que je fais à peu près les mêmes cartes que vous. Donc voilà, on constate indiscutablement qu'il y a des problèmes dans des rues. Moi, aujourd'hui, je ne sais pas les diagnostiquer. Il y a des endroits incontestables à Marseille où on a des problèmes d'argile, et donc de retrait-gonflement, c'est clair. Voilà. Il y a d'autres endroits où je ne sais pas. Je pense qu'un certain nombre d'entre vous ont lu le rapport sur la rue d'Aubagne. On ne parle pas d'argile, on parle d'écoulements d'eau qui peuvent être soit des sources, soit des écoulements humaines, eau potable, eau usée. Ça a vite fait d'avoir la même tête sur une carte comme dégâts que celui d'une zone d'argile. Non, mais là-dessus, je ne dis pas qu'il y a les écoulements des eaux, en fait, on arrive à retrouver quand même historiquement des cartes et à voir des choses. Donc oui, ça fait partie des faisceaux sur lesquels il faut travailler, mais c'est compliqué comme ça d'avoir un diagnostic pour chacune des situations et de dire que partout où il y a des alignements, c'est parce qu'il y a un problème de cet ordre-là. Que le réchauffement climatique engendre des pathologies particulières, moi j'en fais le diagnostic. Je ne sais pas le faire sur de l'ancien, mais quand je vois des pathologies parce qu'il y a des pathologies qui sont faciles à lire, quand c'est du béton armé, que c'est bien solide et que ça bouge, et qu'on a un peu d'historique, le diagnostic, il est simple à faire. Quand on a des choses qui ont 300 ans, qui ont été modifiées 50 fois, séparer les paramètres, c'est beaucoup, beaucoup plus compliqué. Donc là-dessus, il y a un travail indiscutable. Après, je vais vous dire la question que vous posez de savoir est-ce que c'est une catenate, pas une catenate, quasiment un sujet législatif. Moi, je sais qu'il y a des moyens extraordinaires qui existent pour traiter le poste minier, que pour le coup, j'ai utilisé des outils qui ont été bien utiles, en tout cas, dont je sais les reproduire, ce qui se passe ici pour traiter du poste minier. Donc voilà, on peut tout imaginer. Après, quelque part, il faut une décision législative de savoir si on va là-dedans. Je crains que si on parte dans l'analyse de savoir si c'est vraiment un problème climatique ou pas, on ne s'en sorte pas dans une durée courte. Après, si on a envie de payer des thésards pendant 15 ans, on en aura peut-être besoin, parce que c'est intéressant de savoir si c'est le cas, mais ça ne répondra pas à notre question opérationnelle de qu'est-ce qu'on fait tout de suite maintenant. En revanche, si on n'arrive pas à remplir le dossier ANA, il va quand même falloir s'y mettre, parce que pour le coup, il y a de l'argent qui dort pour les propriétaires pour arriver à travailler. Après, moi, je suis un tout petit peu moins politique que M. Urbain, donc je parle pour l'État et donc voilà, je sais qu'il y a des gens qui sont quand même engagés pour la transformation de cette ville. La mise sous tutelle n'est pas à l'ordre du jour, donc voilà, chacun dans ses compétences.
Je parle tous les jours avec les gens de la ville et de la métropole, donc je sais qu'ils sont actifs sur le sujet. Oui, s'il vous plaît. Non, juste un instant sur la question de la catastrophe naturelle. Enfin, je pense que quand même le gros de la catastrophe, c'est ces immeubles qui n'ont pas été entretenus et dans lesquels on a fait quand même à peu près tout et n'importe quoi, souvent sans architecte, il faut quand même le dire. Quand on rentre dans des immeubles et qu'on voit que tous les murs mètres de la cave ont été cassés parce qu'on en a fait des entrepôts et qu'on s'est dit que les murs servaient à rien, il ne faut pas s'étonner qu'il y ait des énormes fissures dans les immeubles. Et quand effectivement on a chargé les planchers parce qu'on trouvait qu'ils étaient plus droits et qu'on a rajouté 4 couches de carrelage et 2 couches de faux plafond, il faut pas s'étonner. Et ça, c'est ce qu'on voit quotidiennement. Et c'est des travaux qui se font sans compétence, en fait. C'est-à-dire que c'est... Oui, mais c'est ça. Oui, mais c'est ça qu'on récolte aujourd'hui. Je veux dire, le fait qu'on ne soit pas intervenu là-dessus. Oui. Bon, il va falloir qu'on conclue. S'il vous plaît. Encore une question et après Pascal Urbain. Oui, s'il vous plaît. Rapidement, il y a beaucoup de choses qui me trottent dans la tête. Je remercie beaucoup l'école d'architecture. C'était souvent passionnant. Je n'ai pas tout suivi, mais j'ai 2 ou 3 objections. Je ne comprends pas, par exemple, dans ce débat récent avec messieurs les experts qui sont tout parfaits. Monsieur Coulange a une bonne bouille. Les 2 messieurs à lunettes, ils sont parfaits, etc. Je ne comprends pas qu'on n'ait pas eu un débat contradictoire avec un représentant du collectif de Noailles du 5 novembre. Ce sont des gens qui ont travaillé à la charte du logement, ils sont compétents, ils peuvent s'appeler Emmanuel Patrice ou Kevin Vacher. Vous êtes venus à Noailles, c'est très parfait, mais il fallait aussi dialoguer avec les habitants, et ça je trouve que c'est une grosse carence. Et d'autre part, autre chose, qu'est-ce que j'attends, moi, d'une école d'architecture? C'est pas mon monde, ça m'intéresse, j'ai été très intéressé par mais j'étais très frappé aussi par ce que disait M. René Boruet ce matin. Il y avait un débat. D'un côté, pour simplifier très grossièrement, il y a des gens qui disent il y a des espèces de grosses structures qui se trimballent. De l'autre côté, Boruet disait il y a des responsables. Historiquement, il y a des gens. Alors moi, je ne vous demande pas de savoir qu'est-ce qui s'est passé en 1940 quand les quartiers ont été bombardés, mais depuis 30 ans, la ville dont nous héritons, elle a des responsables. Et j'ai besoin de savoir, j'ai besoin de comprendre. Je ne comprends pas tout à fait quels sont les rapports des architectes avec les pouvoirs. Je sais très bien que Racine, il était avec Louis XIV. Je sais très bien qu'il y a des contrats qui se font entre architectes. Aujourd'hui, par exemple, moi j'aime beaucoup Madame Corinne Vesoni, mais je suis triste parce que j'apprends qu'elle est plus ou moins du côté de LRM. Ça m'embête tout ça. Alors c'est moi ce genre de questions de citoyen que j'ai envie de poser. C'est tout à trac et tout à la fois, mais c'est un peu mon ressentiment. Merci. Juste pour répondre sur le positionnement de l'école d'architecture, je crois que la volonté de la direction de l'école et surtout des enseignants de l'école, c'était de dire on a travaillé, on s'est emparé des sujets qui sont des sujets qui préoccupent tout un chacun et les architectes ont leur part à prendre au travail qui est à mener. Et l'idée que ce travail, il ne faut pas qu'il reste enfermé à l'école, mais il faut qu'il puisse être partagé. Et on a décidé de le partager en l'ouvrant très largement, en venant dans le quartier de Noailles et en l'ouvrant à tout un chacun. Et d'ailleurs, une des questions qu'on se posait quand on l'a organisé, c'est finalement, ça s'adresse à qui? Et on a dit, ça s'adresse à la fois aux habitants, ça s'adresse à tout un chacun, aux professionnels. Écoutez, vous êtes là, on vous laisse la parole. Et je pense que à travers les 48 heures, il y a quand même eu, je pense, beaucoup d'échanges. On essaiera de faire mieux la prochaine fois, mais écoutez, on a fait ce qu'on a pu. Juste. Pardon, il y avait Sandra Contour tout à l'heure. Non, bon, donc j'apprends que la mise sous tutelle n'est pas à l'ordre du jour. Non, mais sérieusement, vous avez la chance d'avoir des informations. Moi, et probablement un grand nombre de gens ici, ont surtout des rumeurs. Il y a des rumeurs. Tel promoteur aurait acheté tant de lots. C'est invérifiable, j'en sais rien. Mettez-vous à la place d'un propriétaire. Qu'est-ce que je fais de mon immeuble? Il y en a un, alors là par contre c'est pas une rumeur, c'est un truc vrai, il a acheté un immeuble il y a en péril il y a 3 mois, il l'a revendu hier, c'est ça? Avec un confortable bénéfice. D'accord. Bon. Si vous voulez, s'il y avait une politique claire et annoncée, y compris sur la question du maintien ou non des immeubles,
Les propriétaires sauraient où ils en sont. Les locataires sauraient où ils en sont. Est-ce que c'est simple? Je veux dire, il y a trop de rumeurs. Et face à ces rumeurs, il n'y a pas un discours clair. Si vous nous dites, on les rase tous, bon ben on descendra dans la rue, c'est clair. Mais au moins, on saura. Si vous dites, on garde le maximum, ben là, on sait. Puis on vous croit. On va vous croire. Si vous dites, on ne sait pas, je ne me prononce pas, eh ben, je vais vous dire, les gens qui sortent de cette salle sont inquiets. Je n'ai pas le pouvoir j'ai aucun pouvoir, si ce n'est celui de vous dire d'être clair. D'être clair pour les habitants, d'être clair pour les locataires, d'être clair pour les propriétaires de ce quartier et des autres quartiers de Marseille. Non, mais bon, je vais tenter une micro-conclusion et puis surtout pas tenter de répondre. Parce que vous m'adressez des questions et j'en suis absolument ravi. J'essaie d'y répondre clair dans la marge du mandat qui est le mien. Et vous connaissez le jeu institutionnel comme moi, à savoir qu'il y a une ville et une métropole. Je ne sais pas s'ils ont été invités. Parfois, il m'arrive de les encourager, ce qu'on aille faire quelques réunions de terrain. Après, vous n'êtes pas sans savoir le calendrier politique et les complexités qu'il y a à avoir une parole publique qui ne soit pas immédiatement interprétée et qui rend les choses extrêmement compliquées pour la collectivité pour s'exprimer maintenant sur cette question-là. Après, en matière de clarté, on sait aussi qu'on est sur un projet qui est d'une ampleur extrêmement importante. Donc, de manière extrêmement simple, moi, pour le coup, à chaque fois que j'ai pu m'exprimer, je suis absolument opposé au tabula rasa sur cette affaire-là. Donc, c'est absolument clair pour moi qu'il faut maintenir un maximum d'immeubles. Après, vous dire qu'il faut tous les maintenir, j'en sais rien. Je n'ai pas étudié, on n'est pas rentré dans le dur de l'expertise de chacun des îlots. Je considère, et on a affiché dans le cadre du PPA que les premiers îlots sur lesquels ils sont tracés, donc il y a l'îlot qui va de Lyoto jusqu'à la rue de Rome, il y a la place de la Croix, il y a quelque chose à Auge-Versailles, et il y a un quartier à Belle de Mai qui sont les premiers sur lesquels il y aura une intervention. Donc, par nature, en creux, on dit qu'on interviendra plus tard sur les autres. Et sur cela, oui, il faut qu'on définisse et qu'on soit précis. Aujourd'hui, je ne sais pas vous dire plus que la ville s'est engagée à demander à l'établissement public foncier d'acheter les numéros impairs de la rue d'Aubagne sur la partie qui est après les immeubles qui ont été démolis. Ça, c'est une chose claire. Le projet urbain, qu'est-ce qu'on fait demain, et ainsi de suite. Aujourd'hui, clairement, ça n'est pas arrêté. Et là, pour le coup, je le dis sans aucune difficulté, et je l'endosse aussi pour les collectivités. Je pense qu'il ne me contredira pas sur ces affaires. Personne n'a un plan de ce qu'on va faire demain dans cette affaire-là. Donc moi, je vous dis, État, 1, je ne souhaite pas qu'on démolisse tout. 2, je souhaite qu'on le fasse en concertation avec les habitants. Et 3, en faisant pas que du logement, en disant on s'occupe de la multifonctionnalité, des commerces, des espaces, des équipements publics qui sont nécessaires. Voilà les attendus qu'on a à notre position, et au-delà, ça m'est un peu compliqué. J'ai un peu la même frustration que vous de ne pas pouvoir vous répondre, mais voilà, ça n'est pas dans mon champ de responsabilité. On va juste, on va s'arrêter là. Moi, ce que je voulais peut-être dire pour conclure, c'est que ça serait intéressant, je pense, que des ateliers de l'école d'architecture puissent s'emparer, en fait, y compris des îlots opérationnels et des périmètres sur lesquels peut-être à la fois la métropole et les services de l'État vont travailler en priorité, de façon à ce que cet échange puisse se poursuivre et que... Oui, tout à fait. Mais je pense qu'au-delà de effectivement travailler sur Noailles, il faut qu'on puisse continuer à échanger comme on l'a fait pendant ces 2 jours, dans les mois qui viennent et dans les années qui viennent, parce que je pense que effectivement, comme l'a rappelé Pascal hier, la durée des réflexions et la durée des études doit aussi pouvoir s'inviter en fait à la fois dans l'urgence d'intervenir dans ces quartiers, et qu'il faut aussi prendre le temps de construire les réponses qui seront apportées. Rappelez que l'école s'est donnée parmi ses objectifs majeurs
le fait de former des architectes. Alors c'est long, hein. C'est pendant 10 ans qu'ils seront confirmés. Ils seront diplômés bien avant, mais je veux dire, mais c'est donné pour priorité de former des architectes à l'intervention au milieu ancien. C'est une de nos priorités. Voilà. Je vous remercie tous. Je remercie particulièrement nos invités qui ont accepté de se prêter à cet exercice. Et je remercie aussi particulièrement Christian du Dakiling qui a accepté de nous mettre aussi à disposition ce lieu, qui, je pense, était propice à ce qu'il puisse y avoir des échanges, y compris avec le collectif et les habitants, malgré tout. Et donc, je les remercie vivement au nom de l'école, de ses enseignants, de ses étudiants et de son équipe de direction. Merci beaucoup.